Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on va bien parce qu'on accueille aujourd'hui la tête de liste qui concourt pour la Moatza de Tel Aviv. La liste s'appelle Olim Beyachad et lui s'appelle Olivier Rafovitch. Bonjour Olivier. Boker Tov, Cathy. Comment ça va ? Très bien. Alors nous, on nous a dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur Tel Aviv, que vous étiez partant pour faire bouger des choses. Alors on espère avoir ici, à ce micro, peut-être des promesses électorales. On voudrait en savoir plus concrètement, très concrètement, sur le programme. Alors, on va commencer par une question sur l'emploi. Alors, juste pour préciser, tous les candidats francophones qui se sont présentés sur des listes, n'est-ce pas, dans tout Israël, ont les mêmes questions. Tous ceux qui sont venus à ce micro, on leur a posé les mêmes questions. Alors, sur l'emploi, comment pensez-vous accompagner tous les Olim de Tel Aviv, de votre ville, en termes d'emploi ? Est-ce que vous avez mis en place un programme spécial pour eux ? Oui, mais juste pour vous dire que la liste Olim Beyachad est la seule liste à Tel Aviv qui est composée seulement d'Olim avec vraiment une orientation qui est pour les Olim, Vatikim, mais aussi Chadashim. Il y a des francophones, il y a des anglophones, il y a des Russes. La force de cette liste est vraiment de faire Olim Beyachad pour avoir une force, pour être d'abord et avant tout une force au conseil municipal de Tel Aviv. C'est-à-dire que pas être dilué, si vous voulez, dans différentes listes ou dans différentes décisions où aussi on donne un peu. Ça veut dire que les solutions que vous allez trouver pour l'emploi sont les mêmes qu'on vienne de Russie, d'Angleterre ou de France, c'est ça ? Tout à fait. Mais encore une fois, les mêmes, avec des adaptations, évidemment. Mais encore une fois, je voudrais vous dire quelque chose. Le budget de Tel Aviv, le budget annuel, est de près de 5 milliards de shekels. C'est gigantesque par rapport aux autres villes. Je crois que Jérusalem, c'est à peu près 1 milliard, et c'est surtout de l'argent public. Là, c'est l'argent privé, puisque la ville est entre guillemets riche. Mais c'est une ville très riche, avec des gens très pauvres. Il y a aussi beaucoup de précarité à Tel Aviv, et aussi beaucoup de précarité parmi les Israéliens nés en Israël, mais aussi parmi les Olim Chadashim ou les Olim tout court, qui ont du mal. Et donc, il y a un élément social extrêmement important qu'il faut absolument travailler. Alors, vous parlez de l'emploi. Tel Aviv est une ville où il y a, c'est le pôle, le poumon économique et financier d'Israël. Donc, c'est une ville qui attire beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'initiatives économiques, beaucoup de high-tech. Il y a, par exemple, à Tel Aviv, juste pour vous le dire, il y a autant de start-up au kilomètre carré qu'il y a de cafés, de bistrots à Paris. C'est-à-dire que le nombre de start-up est gigantesque. Alors vous allez me dire, donc ça va, tout va bien. Alors, la grande majorité de ces start-up commencent et puis s'arrêtent. Parce que pas tout le monde devient Waze ou Google ou Mobileye. Mais il y a un engouement pour les jeunes. Alors, au niveau de la mairie, aujourd'hui, il y a, par exemple, pour ce qui est des Français, 2 personnes, Céline et par exemple, Céline Benamou et Stéphane, qui sont des gens extraordinaires. Je connais très bien Stéphane, qui font un travail avec les moyens du bord. Mais le budget général est de 6 millions de shekels. 6 millions pour 5 milliards de shekels. Donc c'est peanuts, c'est des cacahuètes. Donc il va falloir d'abord, avant tout, pour parler de l'emploi, d'abord agrandir tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est pôle, ce qu'on peut appeler pôle pour trouver de l'emploi, mais 6 millions de shekels, on ne peut rien faire. Ça sert à... Où comptez-vous trouver l'argent ? Mais l'argent, il va être... Il est là, et comment vous allez le... Alors je vais vous dire, l'argent est là, et c'est là où je veux en venir. S'il n'y a pas de force politique qui est la voix VOX des Olim, entre autres des francophones, à la mairie de Tel Aviv, qui disent au maire ou à l'adjoint au maire, vous savez, vous voulez... voter pour agrandir telle ou telle chose qui vous intéresse dans votre agenda politique, eh bien nous ne voterons pas pour cela s'il n'y a pas aujourd'hui les moyens budgétaires nécessaires pour que, par exemple, moi j'ai une volonté, d'ailleurs il s'écrit dans le programme noir sur blanc, je ne l'ai pas amené avec moi, je m'excuse, mais nous avons un programme que d'ailleurs nous avons hier présenté par écrit et oralement. Par exemple, il y a plein de rabbins qui ont des synagogues plus ou moins privées à Tel Aviv, qui font un peu du rabbinat privé. Non, il faut absolument qu'il y ait un rabbin francophone, mais de France, qui rentre au conseil religieux de Tel Aviv, pas parce que je suis moi-même rabbin, parce que c'est important qu'il y ait cette implication officielle, n'est-ce pas, dans l'establishment israélien ancien. Laissez entrer, quand vous laissez rentrer des gens qui ont une valeur ajoutée, spirituelle, éducation, de formation, comme c'est le cas des francophones, les choses changent. Alors vous allez me dire comment les choses changent. Pour être élu maire de Tel Aviv, il faut avoir une majorité absolue.
il y a 31 mandats, donc il faut avoir au moins 16 sur 31, n'est-ce pas? Supposons que nous avons demain un seul mandat. Bezrat Hashem. Vous allez me dire, un mandat sur 31, c'est pas beaucoup. Mais si ce mandat est le game breaker, le game maker, vous avez un poids. Ça commence à être intéressant. Alors justement, vous parliez des différentes communautés, notamment des communautés francophones. J'aimerais savoir si, à Tel Aviv, on rencontre des problèmes pour prier, pour trouver des lieux de culte adaptés. Est-ce que vous priez sur des parkings? Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des bâtiments adaptés, des synagogues ou pas? Mais attendez, alors il y a encore une fois des gens qui trouvent des salles. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Tout à fait, je vous l'ai dit. Sont des gens il y a des gens qui cherchent des salles, qui trouvent des salles. Parfois, il y a des mécènes, des amis qui font qu'ils vont... Mais c'est pas organisé, c'est ça? C'est mal organisé, ça crée des dissensions, ça crée des désunions. Mm-hmm. Et je crois que, encore une fois, le judaïsme, parlons des Français, puisque nous sommes là pour parler... Mais il n'y a pas que. Mais le judaïsme, parce qu'il y a aussi des Belges, il y a aussi des Suisses, il y a aussi d'autres qui sont... et puis d'autres qui veulent prier aussi, qui ont le droit aussi d'avoir leur salle. Des Marocains, bien sûr. Après, je vous parlerai d'un ami, un grand rabbin tunisien qui est proche de moi ici. Encore une fois, il faut que la mairie de Tel Aviv comprenne que les Français à Tel Aviv ne sont pas des touristes. Ne sont pas des touristes qui viennent en vacances, qui sont là pour consommer et partir. Ils sont là pour vivre. Notre slogan, c'est « Nous habitons là, nous sommes là, c'est notre ville ». On est là, c'est-à-dire qu'on est là. Maintenant, quand on est là avec nos enfants, nos familles, nos problématiques, nos volontés. On paye les impôts locaux. Donc vous pensez que c'est un problème organisationnel, aussi un problème d'argent? Pas du tout. Pas un problème d'argent, non plus. De reconnaissance de l'établissement. Un problème de reconnaissance de l'établissement et de priorité des gens. Il n'y a pas de forces politiques qui sont là pour dire « Attention, nous sommes là, nous votons ». Mais comment vous allez faire changer justement les choses de l'intérieur? Vous me connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez? Vous savez, quand je suis arrivé, écoutez, je vais raconter une anecdote. Quand je suis arrivé, j'ai créé ce poste de Rosh Hanaf Tevel, de chef du département de la presse internationale à Dover Tzahal, à l'armée. On m'a dit, vaut mieux prendre un anglophone, parce qu'en général, c'est l'anglais. Je dis, pourquoi? Non, parce que, j'ai dit, pourquoi? On a une carence en Europe et la France est un poids lourd de la désinformation. Nous devons absolument travailler cette chose-là. Prenons des anglophones avec moi. Mais pourquoi l'anglophone serait celui qui sera toujours à la tête? Pourquoi le russophone sera toujours à la tête? Et quand j'ai fait cette chose-là, j'ai fait agrandir le département de 4 à centaines aujourd'hui d'officiers de réserve qui font partie de ce mécanisme-là, d'être des masbiranim, d'être des gens qui sont dans le domaine d'expliquer. Voilà. Pareil pour la mairie de Tel Aviv. Vous savez, je crois aux mots et je crois à l'explication et je crois aussi à un point sur la table lorsqu'il faut le donner et le marquer. Et tout d'un coup, ah oui, on ne savait pas, on comprend mieux maintenant. D'accord. Alors ça, on comprend que sur ce sujet-là, vous avez en tout cas la conscience qu'il y a des problèmes et que vous avez envie de les résoudre en tapant du poing sur la table. Au niveau de l'éducation, est-ce que à Tel Aviv, il y a un problème avec les adolescents après les heures d'école? Tout à fait. Alors là aussi, nous avons... Alors, d'abord, l'éducation, il y a plusieurs choses. Je vais commencer par la fin. Qu'est-ce que vous comptez faire? D'abord, il y a un manque de crèches. Il n'y a pas assez de crèches. D'accord. Et quand il y en a, elles sont très chères. Et moi, dans le programme, nous voulons agrandir le nombre de crèches et donner des subsides, donner de l'argent. Je pense à beaucoup de familles parfois monoparentales ou des familles qui n'ont pas l'argent. Vous savez, 3 000 shekels, parfois 4 000 shekels pour un petit enfant dans une crèche. Lorsqu'il y a des difficultés, les aides sont ridicules. Oui, je crois on parle de 800 shekels pendant une première année, ensuite... oui, mais enfin bon. Et c'est très peu. Ensuite, numéro 1. Deuxièmement, les chougim, les clubs de sport. Alors, on peut... on choisit, c'est comment... C'est privé, c'est ça ce que vous voulez dire? Vous avez envie que ce soit... Et c'est beaucoup plus public. Et puis aussi, attendez, piscine Gordon. Moi, j'adore nager. Piscine Gordon. Je suis allé quelques jours. Piscine, on en parle, on monte, il y a des belles photos de la piscine Gordon. On parle d'une piscine municipale. 74 shekels l'entrée. Vous vous rendez compte? Par personne. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, les piscines municipales, d'ailleurs c'est un très bon sujet, sont gratuites et elles sont magnifiques? Mais écoutez, d'abord je le sais, mais moi je connais aussi celles qui sont en France. Moi j'ai grandi dans une elles sont payantes. Mais oui, mais très peu d'argent, très peu d'argent. Et puis elles sont soignées parce qu'elles sont publiques. Alors vous allez me dire, oui, c'est Israël, mais pourquoi, si vous voulez, faire du Haïfa Veifa
entre les gens qui ont de l'argent. Pourquoi? Vous savez ce qu'on m'a dit, Cathy? Quand j'ai dit que Gordon était une piscine chère, on m'a dit, mais va à la mer. Vous savez, ça me rappelait cette phrase de Marie-Antoinette. Quand les gens disaient, le peuple disait, on veut du pain. Elle a répondu, mais qu'il mange de la brioche. L'élément social et sociétal est fondamental en Israël. Il est gravissime. Gravissime. Moi, je suis un homme de combat. Je combats les ennemis d'Israël. Je combats ceux qui nous veulent du mal. Ça, c'est une chose que je sais faire. Je sais moins faire parce que je n'ai pas encore fait, mais je suis dans une intolérance de voir que mes frères et sœurs sont dans la détresse et la précarité à Ashdod, à Tania, à Jérusalem aussi, et aussi à Tel Aviv. Les grands bâtiments de Tel Aviv, vous savez, il y a Tel Aviv là, les grands bâtiments de Tel Aviv sont magnifiques. Vous savez, regardez le bord de mer, regardez, je veux que vous regardiez avec moi l'image, derrière vous. Le bord de mer avec des tours magnifiques. Moi, j'ai dit hier, avant-hier, non, dimanche soir, à Shkunat Lamed. J'ai fait une intervention en hébreu. Après, d'ailleurs, des membres de la mairie qui étaient là, qui ont expliqué les tachtiot, donc les infrastructures, les routes, les beaux bâtiments, les centres, etc. J'ai pris la parole et j'ai dit Gsharim, Binyanim, tachtiot, Metsuyan, les grands les bâtiments, les ponts, les chaussées. Mais on oublie un mot que je n'entends pas dans le discours. Les gens, les hommes, les femmes, les enfants, ils sont où à Tel Aviv? Ceux qu'on ne voit pas, les vieilles personnes derrière les fenêtres qui n'osent pas sortir parce que c'est très cher, elles n'ont pas beaucoup d'argent pour sortir. Alors j'ai même dit une chose terrible. Je dis, vous savez comment on peut demain avoir un appartement à Tel Aviv et en étant propriétaire? Il faut attendre que ses parents meurent. On ne peut pas acheter un appartement, c'est trop cher. Alors, on veut créer des gens, on veut créer une cruauté, parce que si la ville est cruelle avec les habitants sont automatiquement durs entre eux-mêmes. Alors justement, quelles sont vos propositions en matière de logement? Il n'y a pas de Merkaz-Klita pour toutes les familles dans la plupart des villes d'Israël. Que feriez-vous pour faciliter l'accessibilité au logement pour les nouveaux immigrants? Alors moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans des grands pays qu'on voit comme des exemples. En Suisse, la Suisse, le pays des banques. Le pays des banques et le pays des fromages et des montres. Mais c'est aussi le pays du social. Et du chocolat. C'est aussi le pays du social. Il s'avère que pour, en Suisse, obtenir un permis de construire, par exemple pour un bâtiment magnifique, de luxe, vous êtes obligé de présenter un programme de construction, non pas de quelques appartements dans votre même immeuble, mais d'immeubles à loyer modéré, qu'on appellera sociaux, je n'aime pas ce terme, on va dire sociaux, dans la même ville. Il est hors de question. Alors, vous allez me dire, un logement luxueux s'il n'y a pas un immeuble à loyer modéré qui se monte. Un ou deux, mais du même entrepreneur. C'est-à-dire que pour avoir ce super chantier, le promoteur doit s'engager à construire un immeuble accessible. Accessible, mais qui doit être accessible. Et nous, on veut qu'il y ait un quota de 10% de logements pour les familles de l'Imre Hadashim, qu'elles soient de France, de Russie, D'accord, donc 10% quota. D'accord. Maintenant, d'autres vont me dire, oui, mais si c'est 10%, et les gens qui sont nés ici, on ouvre une brèche. Vous comprenez, on ouvre une brèche. Je propose 10%. Ils me diront 7% et demi. Ils me diront 5%. On a zéro aujourd'hui. Rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Les Merkaz-Klita? Il n'y en a pas. Pareil, il n'y en a pas. Avant, il y en avait, maintenant, il n'y en a plus. C'est-à-dire que tout devient, en fait, une ville où on oublie une toute petite chose. Toute petite chose. Les gens, et surtout l'Alia. Non, mais, encore une fois, cette ville-là, derrière vous, là, elle est née en 1909. Elle n'a pas été créée seulement par la Kadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui ont construit, n'est-ce pas? Qui ont mis des pierres, qui ont fait cette ville, qui habitent dans cette ville. Il y a quelques jours, j'étais dans un café avec Vika, justement, que vous connaissez très bien. Et à côté de nous, une table de gens israéliens, nés en Israël. Et on parlait de notre liste, et ils disent, de quoi vous parlez? Je dis, ouais, on parle de Olim Beyachad. Et ils nous disent, oui, bon, Olim Beyachad, nous, ça ne nous parle pas. Je dis, pourquoi vous êtes nés où, vous? Ah, nous, on est nés en Israël. Et vos parents? Et là, on commence à entendre, en Irak, en Russie, l'autre en Pologne, l'autre. C'est-à-dire que, quelque part, les gens oublient, et ont oublié d'où ils viennent. Et attendez, d'autres vont venir, Cathy. Des Français, des Anglais, j'espère, demain, et d'autres vont arriver. Et donc, c'est bien qu'aujourd'hui, on commence à mettre les choses en place. Est-ce que vous avez un message à envoyer aux Olim Vatikim comme vous, après tout, ceux qui sont là depuis longtemps, depuis de nombreuses années, pour qu'ils aient la conscience et l'envie d'aider les nouveaux immigrants? Je pense que c'est fondamental de revenir dans ce qu'on appelle Arevut Hadadit. Que chacun s'entraide un petit peu plus. C'est-à-dire que la ville... Oui, d'accord, mais ça, c'est un vœu pieux, peut-être. D'abord, c'est un vœu pieux, mais c'est un vœu. C'est une volonté.
Vous savez, cette ville et Israël, de plus en plus dans le modernisme et dans le high-tech et dans l'Internet, oublie le contact, oublie la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, en fait, ne savent pas ce qui se passe. Malgré que, entre guillemets, tout existe, on ne sait rien. On sait de moins en moins, il y a trop d'informations. Les gens ne savent plus choisir d'où ça vient, comment, un site internet pour ça, WhatsApp ici. Et les gens qui sont un petit peu déconnectés ou qui ne sont pas nés, comme moi d'ailleurs, avec Internet et avec l'iPhone, doivent encore voir du papier, comprendre et leur parler. Mon vœu pieux serait d'abord qu'il y ait, au niveau avec la mairie, mais pas qu'avec la mairie seulement, des structures d'abord où, pas seulement les Olim Vatikim, ceux qui sont anciens, mais même les Israéliens nés en Israël, comprennent l'importance de l'Aliyah. Parce que, et puissent accompagner. Faire des débats, avoir un endroit d'échange, de parole. Il y a eu quelques années un programme qui s'appelait Ametz Lochem. On demandait aux familles israéliennes d'adopter, entre guillemets, un combattant de Tzahal. Un programme qui avait été à l'époque lancé par l'ancien ministre de la Défense, Yitzhak Mordechai, général Yitzhak Mordechai. Il y avait partout des grandes affiches. D'accord. Déjà, ça voulait dire que les gens oubliaient, comme avant, que le Lochem, qui parfois était un Chayal Boded, a besoin aussi parfois de se sentir protégé par la société. Moi, je voudrais qu'on lance un programme Ametz Olé, ou une famille d'Olim. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un accompagnement pas trop rigide, pas trop structuré, pas trop administratif, par des familles qui peuvent être demain une famille. Ceux qui voudront, ça sera du volontariat. Mais une campagne Ametz Olé ou Ametz Mishpachat Olé, parce que c'est important que la famille qui arrive à Tel Aviv, cette ville où personne ne se parle, où les gens sont pressés, les gens sont occupés, puisse de temps en temps appeler Yossi, appeler Marina, appeler Bracha, pour une question qui, elle, peut-être peut l'aider. Et puis, comme ça... Pour surtout combattre la solitude, parce qu'après tout, dans les grandes villes, on le sait... Tout à fait. C'est pas seulement propre à Tel Aviv. Et je crois que même les familles israéliennes natives, tout d'un coup, verraient qu'il y a des gens magnifiques, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'occasion de connaître et de rencontrer, qui peuvent être aussi des gens extraordinaires pour eux. Pour les langues. Je veux dire, encore une fois, vous allez me dire, c'est un vœu pieux, ce sont des idées en général. Pour le coup, non, c'est une proposition concrète. Mais ça me paraît une très belle chose. Et très possible. Et possible, ok, on vous le souhaite. Et investissement presque zéro, à part l'investissement personnel. Ok, donc on a bien noté cette proposition concrète. Alors, comme vous le savez bien, vu les responsabilités que vous avez eues, la LIA de France est en baisse, baisse constante. Et en tout cas, cette année, est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous souhaitez mettre en place un programme pour encourager les Olim de France à venir s'installer en Israël malgré les difficultés qui sont variées, on va dire. Ça dépend des gens, évidemment. Mais... C'était une des choses... Et à Tel Aviv, en particulier. C'était une des choses qui m'avait été demandée dans le rapport que j'ai remis au ministère de l'Intégration et de l'Aliyah. J'ai remis ce rapport en février 2018. Il faut d'abord et avant tout communiquer. Vous allez me dire, communiquer, expliquer, et lancer non pas seulement des idées comme ça, mais bien expliquer aux gens le pourquoi, comment ça fonctionne, quelles sont les possibilités, quelles sont les volontés de certaines villes qui voudraient, et des quartiers qui voudraient accepter, recevoir, intégrer des familles. Mais pour augmenter la LIA, il y a un autre élément qui n'est pas lié à Israël. Et ça, il faut aussi en parler. C'est ce qui se passe dans les communautés et dans l'atmosphère communautaire en France. Si des grands rabbins et d'autres rabbins et d'autres chefs communautaires n'encouragent pas leur communauté, font peur à leur communauté, encouragent leur communauté à rester en France, à souffrir en France, à combattre quelque chose qui n'est pas clair encore à mon goût, au lieu de vérifier comment on peut véritablement pousser les jeunes surtout, et les familles jeunes, les nouvelles... Alors vous proposez quoi? Vous rapprochez éventuellement des rabbins et des leaders de la communauté juive de France pour leur expliquer à eux aussi ce qui peut attendre leur communauté. Je pense que, par exemple, j'en parlais d'ailleurs hier, c'est également dans le programme, je crois beaucoup à l'aliyah de communauté au milieu d'un rave, où toute la communauté, avec le rave, vient et arrive, pour procurer une espèce de sécurité psychologique et une espèce de sentiment de beyachad, pour éviter de souffrir trop des problèmes. Certains s'occupent de ça. Shalom Vach est un vatique dans le domaine de l'aliyah de groupe, mais ça se fait encore de manière, on va dire,
boutique comme artisanal. Non, je ne vais pas dire artisanal, ça se fait très bien, mais ça se fait, c'est de l'alia boutique. C'est-à-dire que ce sont des ça se fait très bien, mais peut-être en petite quantité. En petit, parce que c'est compliqué, parce que Israël n'est pas encore à la hauteur de cela. Mais je pense que si on parle de Yeshuvim jusqu'à maintenant, ou de quelques villes, je sais qu'ils parlent également de Netanya et d'autres villes, ou de Karav Yaakov, Kfar Saba, Tel Aviv, on n'a pas encore touché des grandes villes. On n'a pas encore touché de grandes villes au niveau global. Alors, vous serez prêt à accueillir une alia de groupe si vous étiez élu au conseil municipal, dans un quartier ou plusieurs quartiers de Tel Aviv? Ça serait formidable. Okay. Ça serait formidable, parce que ça serait quelque part une nouveauté. Vous savez qu'il y a des kibbutzim dans des villes en Israël. Il y a des kibbutz ironies, ce qu'on appelle kibbutz ironies, sont des transferts, des évolutions de l'idée du kibbutz dans des villes. Les villes grandissent. Mais dans les villes comme Tel Aviv, ou même comme Jérusalem, je parle plus de Tel Aviv, il y a un nord et un sud, il y a une périphérie interne. Il y a une segmentation interne. Et le fait qu'on encourage avec des spécialistes de l'Alia, je ne compte pas, ce n'est pas un one-man show, non, je ne suis pas tout seul dans cette aventure. Mais je pense qu'avec des communautés en France, avec les ministères en Israël, avec les mairies comme Tel Aviv, avec des gens qui m'accompagnent, avec des gens qui veulent que ça marche, on peut essayer que les choses évoluent et changent. Avec de l'argent aussi, j'imagine. Oui, mais l'argent, il existe. Okay. Vous savez, j'adore la mer, comme nous tous, j'adore Tel Aviv. Ils ont investi des centaines de millions de shekels dans la taillelette, dans la promenade. Vous allez me dire, c'est super. Mais celui qui a investi tant d'argent a dit, je fais un choix de priorité. Pour moi, l'homme passe avant la pierre. Alors justement, l'homme a aussi besoin de se divertir pour s'intégrer en Israël au niveau de la culture. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous pensez promouvoir la culture française à Tel Aviv? Écoutez, d'ailleurs, elle est déjà très, très vivace, mais je crois qu'il faut faire encore beaucoup plus. Moi, je suis d'abord pour le fait que la mairie ou construise ou mette donne prête, ou je sais pas, enfin, un énorme centre d'abord de salles et de bureaux pour que il n'y ait pas cette course effrénée à chaque fois pour chercher une salle pour une conférence ou pour écouter un poète ou pour écouter un écrivain ou pour écouter simplement quelque chose sans passer par des structures lourdes. D'abord, essayer de démocratiser la culture, de la faire descendre vers les clubs, vers les organisations pour qu'elle soit encore beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus distribuée. Mais effectivement, par la culture aujourd'hui française en Israël, et à Tel Aviv en particulier, on touche les Israéliens en général, on donne du baume au cœur à ceux qui ont fait le pas vers l'Alia, qui ne sont pas encore adaptés à l'hébreu, qui ont envie d'écouter des pièces de théâtre, des concerts, écouter des poètes, des écrivains. Et tout cela réuni, évidemment, c'est un pan important dans notre programme, également par écrit, mis et transmis depuis hier au public. Ok, alors une dernière question pour finir, une question d'une auditrice, elle s'appelle Shoshana Bérard, on la pose à tout le monde. Peut-on faire en sorte que le français soit traduit dans toutes les institutions de votre ville? Tout à fait. Ce qu'on appelle Angashat Meida est une priorité. Le site internet de la ville n'est pas en français. Et j'espère même que nous retournerons à une vieille période qui était même avant votre arrivée, Cathy, où les films étaient traduits en français. Tous les films qui passaient dans les salles de cinéma en Israël étaient traduits en français pour que le public francophone puisse également jouir de cette... C'était une vieille tradition israélienne. Très francophile. Il faut y revenir aussi. En tout cas, j'espère que nous pourrions y revenir. Mais il y a des choses à faire avec le français. Encore une fois, je voudrais aussi qu'il y ait plus d'ulpanim, mais aussi pour les gens qui ont du mal avec l'hébreu, qu'on mette l'accent sur l'hébreu parlé, un peu des systèmes à la Berlitz, comme ça, peut-être un peu plus accéléré et un peu sorti des sentiers battus. Mais il est clair que l'Angashat Meida, que le français comme langue, doit être partout à la mairie, partout dans les institutions et dans les autorités pour que les gens puissent tranquillement savoir ce qui se passe et pas découvrir que peut-être ils ont des droits qu'ils ne connaissent pas ou des réductions qu'ils ne connaissent pas. Évidemment, c'est clair. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous savez, d'après vous? Je ne sais pas, dites-moi. Que Olim Beyachad ait au moins un siège, sinon deux, à la Mossad Tahir Tel Aviv, et que nous fassions le maximum pour que les Juifs de Tel Aviv, enfin les habitants de Tel Aviv, les Juifs de France qui en font leur alia, de Belgique, de Suisse, les Russes vivent mieux, s'y sentent mieux, et que le Beyachad, le vivre ensemble, soit de plus en plus l'élément. Vous savez, alors il vous faut combien de voix pour avoir un siège? Il faut 4000 voix. D'accord, donc 2 sièges, ce serait 8000. Ok. Ça serait 7000, parce que c'est pas tout à fait... ok, c'est dégressif. Voilà.
Bon, eh bien, écoutez, si vous êtes derrière votre écran, si vous avez été séduit par le discours d'Olivier Rafovitch, eh bien, allez voter. Attendez, alors, il faut voter l'AMED. Il faut voter l'AMED. L'AMED, comme lève, ça, c'est le plus important, il faut le savoir. L'AMED. OK. Le 30 octobre. Le 30 octobre à 30 Tel Aviv. octobre, ok. Olim Beyachad, voilà, l'AMED. Merci beaucoup d'être venu. Batzlacha. Toda rabba. On vous souhaite bien de réussir. Toda rabba. À bientôt. Ciao. Toda.